En ce qui concerne la première question, vous voulez quelques statistiques? Oui. La dette du Congo vis-à-vis de la Chine est de 1100 milliards, je dis bien 1100 milliards, en ce qui concerne la partie publique et bancaire, et 225 milliards en ce qui concerne la partie privée et commerciale. Donc, au total, en gros, 1300 milliards de francs CFA que nous devons à notre partenaire et pays ami, la République populaire de Chine, pour l'ensemble des travaux que vous voyez dans ce avis. Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Boris Kimwala. Aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité brûlante de la situation économique de notre pays, le Congo. En effet, ces derniers temps, se sont multipliées des informations un peu alarmistes sur la situation du Congo, dont on dit qu'il serait en faillite, qu'il serait dans une situation économique et sociale terrible. Dans cet environnement d'informations venant principalement des réseaux sociaux et qui fait la part belle à des informations non officielles, on peut déplorer toutefois le mutisme dans lequel s'est terré le gouvernement qui se refuse de communiquer sur la situation réelle du pays afin de rassurer la communauté nationale sur la situation préoccupante du pays d'un point de vue économique et financier. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler de dette publique, nous allons parler de croissance, nous allons parler de l'État, bref, nous allons parler de tout ce qui permet de comprendre si le gouvernement actuel est performant dans sa gestion de la chose publique. Allez, c'est parti. 1960. C'est la date symbolique marquant l'accession à l'indépendance de notre pays. Vert, jaune, rouge. Ce sont les couleurs emblématiques de notre drapeau national. 342 000 km². C'est l'étendue du territoire national qui regorge d'immenses ressources naturelles. Pétrole, bois, manganèse, gaz naturel, or, fer, diamant, plomb, cuivre, potasse, zinc, fleuves, rivières, océans, savanes, forêts et montagnes. C'est ça notre héritage commun. Celui de nos enfants et petits-enfants aussi. Nul n'a le droit de l'ignorer, nul n'a le droit de le contrer. Tous, nous avons le devoir de veiller sur le Congo. Yabiso Congo, car le Congo est éternel. Alors, pour comprendre si le gouvernement actuel est performant dans la gestion de la chose publique, il est important de comprendre ce qu'est un État. Un État peut être défini comme étant une entité juridique immatérielle qui a la responsabilité de gérer le territoire qui est sous sa juridiction et dans lequel résident des hommes et des femmes auprès desquels l'État a la responsabilité d'assurer à la fois la sécurité et la santé d'une part, mais aussi le bien-être par l'organisation de la chose publique. De ce point de vue-là, l'État ne peut être saisi qu'au travers de ce qu'on appelle l'administration publique. Alors, l'administration publique est constituée des grands services publics que sont la police, l'armée, la gendarmerie, les écoles, les hôpitaux, les préfectures, les départements qui sont dirigés par les préfets. Bref, la responsabilité de l'État, c'est de organiser ces grands ensembles qui constituent le service public afin d'assurer un certain nombre de services. Et les services, comme vous avez pu le remarquer, c'est la santé, c'est la sécurité, c'est la circulation des biens et des personnes, c'est le bien-être. Ça correspond à ce qu'on appelle les fonctions régaliennes de l'État. Pour mener à bien cette mission et assurer tous ces services, l'État a besoin de ce qu'on appelle un budget. Un budget, c'est une planification financière qui est constituée d'une part de recettes, mais aussi de dépenses. Les recettes constituent les revenus de l'État et les dépenses constituent les charges de l'État. À noter que les recettes et les dépenses dépendent très fortement de la situation économique. En effet, si les recettes, si la richesse nationale qui
qui est mesuré à travers un indicateur économique que l'on appelle le PIB, le produit intérieur brut, qui par ailleurs est calculé en faisant la somme de richesses dégagées par l'ensemble des entreprises se trouvant au Congo-Brazzaville, mais aussi éventuellement les entreprises de droit congolais se trouvant à l'étranger. Si l'ensemble des richesses générées par ces entreprises augmente, alors la richesse du pays augmente avec. En revanche, si le PIB diminue, baisse, alors les richesses, les recettes, pardon, au niveau du budget diminuent, s'amenuisent, et cela va affecter donc la situation économique du pays. La différence au niveau du budget entre les recettes et les dépenses ou les charges s'appelle en économie les soldes budgétaires. Lorsque les recettes sont supérieures aux dépenses ou aux charges, on dit que le budget est excédentaire. Et souvenez-vous, dans les années 2010-2011, nous avons connu une période d'excédent budgétaire extraordinaire, comme ça ne s'était jamais produit dans l'histoire de notre pays, avec des excédents budgétaires allant jusqu'à 1000 milliards de francs CFA. Wow. À l'inverse, lorsque les dépenses sont supérieures aux recettes, alors on dira que le solde budgétaire est déficitaire. Dans ce dernier cas, c'est-à-dire lorsque le budget de l'État est déficitaire, l'État, pour combler ce déficit, donc cet écart, doit s'endetter afin de financer l'activité du pays, c'est-à-dire pour le fonctionnement de l'État. Et donc chaque nouvel emprunt que l'État contracte ou souscrit auprès de bailleurs de fonds ou de créanciers vient s'additionner à ce qu'on appelle de la dette publique. À noter que tous les pays sont dettes et l'endettement, la dette publique, donc peut être une situation utile, nécessaire lorsqu'il s'agit par exemple de faire face à des situations de récession économique ou de ralentissement économique. Ou alors pour investir dans des grands projets d'investissement tels que les routes, parce que l'État permet de capitaliser sur les avantages à long terme de ces investissements. Par contre, l'État doit être vigilant, et c'est là où c'est intéressant, doit être vigilant quant au niveau de son endettement. Lorsque la dette de l'État devient trop importante, eh bien, elle peut mettre en péril la situation économique du pays. Vous voyez à quoi je veux en venir. Ce qui nous amène donc à cette question qui est de savoir où et comment le gouvernement congolais tire-t-il ses revenus, c'est-à-dire ses recettes. Pour répondre à cette question, je vous invite à faire une petite plongée dans l'économie pour comprendre quels sont les concepts économiques qui permettent de comprendre la situation du Congo. L'État congolais est ce qu'on appelle en économie une rente économique, c'est-à-dire que l'État congolais tire principalement ses revenus, ses recettes d'une ressource naturelle. Ainsi, on parle par exemple de la rente foncière, c'est-à-dire que l'État met à la disposition de quiconque voudrait exploiter des terres en échange d'une rémunération. On parle aussi de rente pétrolière. Et c'est bien le cas qui nous concerne parce que nous sommes une rente pétrolière. C'est-à-dire que le Congo, en exploitant les ressources naturelles, va pouvoir dégager une plus-value, va pouvoir dégager des recettes. Pour information, le Congo est le premier pays pétrolier de la zone CEMAC en production annuelle. Cette production est estimée à environ 270 000 barils de pétrole par jour. Pour vous faire une idée de combien le Congo génère en termes de recettes pétrolières, il suffit de prendre 270 000 barils par jour multiplié par une année fiscale, c'est-à-dire environ 231 jours, multiplié par le prix de baril de pétrole de la période
pour avoir une idée des montants générés par le pétrole. Ainsi, le pétrole participe à environ 25% du PIB, c'est-à-dire de notre richesse nationale, et représente environ 67% des recettes budgétaires. Ce qui est colossal, et ça vous donne une idée du poids de l'exploitation du pétrole sur à la fois le budget mais aussi la richesse nationale. En d'autres termes, lorsque nous subissons les contre-coups des hausses et des baisses de prix de pétrole sur le marché international, cela a un impact direct sur la situation économique du pays, puisque cela affecte directement le budget. La rente, par définition, est donc une richesse qui est non corrélée au travail. C'est une richesse qui n'est pas liée au travail. Et le problème avec des économies rentières ou des pays rentiers comme le Congo-Brazzaville qui ne comptent que sur les recettes du pétrole ou de n'importe quelle autre ressource comme le bois, c'est que ces économies sont trop dépendantes des facteurs externes. C'est-à-dire que notre économie est dépendante des variations, des fluctuations du prix de baril sur le marché. Comme vous avez pu le remarquer, lorsque le prix est à la hausse, nous on génère beaucoup d'argent. Lorsque le prix est à la baisse, nous en subissons les contre-coups. Pour pallier ce problème et protéger l'économie contre ces variations, l'État congolais ou n'importe quel État peut avoir recours à plusieurs stratégies. J'en ai choisi deux ici qui me semblent les plus pertinentes que l'on devrait mettre en application dans notre pays. La première stratégie, c'est ce qu'on appelle la diversification de l'économie. Ça consiste tout simplement à capitaliser sur les revenus générés par la vente du pétrole et de les réinvestir, de les réinjecter dans d'autres secteurs stratégiques de l'économie, à savoir par exemple l'agriculture. Parce que lorsque vous regardez la balance commerciale qui fait la différence entre ce que nous importons et ce que nous exportons, vous verrez que environ 50% voire 60% de ce que nous importons, c'est-à-dire tous nos besoins, sont essentiellement des produits importés, c'est-à-dire des produits qui sont transformés et qui n'ont aucune valeur ajoutée pour nous, si ce n'est des charges que cela engendre. Comme nous avons une balance qui est déficitaire, c'est-à-dire que nous importons plus que nous exportons. Donc la diversification permet donc de se doter les moyens de pouvoir produire nous-mêmes les produits que nous consommons localement et d'y ajouter de la valeur. Et en ajoutant de la valeur par la transformation, par les entreprises, vous avez compris, nous sommes capables d'augmenter notre niveau d'enrichissement ou de richesse. La diversification de l'économie peut prendre des formes diverses et variées. Par exemple, elle peut passer par le financement de grands projets d'investissement ou de développement. Ça peut être par exemple la construction des routes, les routes agricoles. Nous avons dans notre pays un déficit important en termes de routes et de pistes agricoles, c'est-à-dire que vous avez dans la ruralité, dans le Congo profond, des paysans, des artisans qui fabriquent des objets ou des produits artisanaux, ou des mamans qui cultivent, des hommes et des femmes qui cultivent des produits agricoles, le tubercule, la tomate, le maïs, etc., et qui ont du mal à les écouler non seulement vers les grands centres urbains, les grands centres-villes, les grandes villes, qui sont des lieux de consommation, mais aussi ils ont du mal tout simplement à les vendre sur place. Donc parfois vous arrivez dans un village, vous avez de la tomate qui pourrit, vous avez de la banane qui pourrit, faute de moyens de transport. Cela constitue un manque à gagner pour notre économie. Donc investir dans la construction, davantage dans la construction de routes, de pistes agricoles, d'écoles, de laboratoires de recherche, dans le tertiaire,
Dans la métallurgie, nous avons une industrie artisanale, une métallurgie artisanale. Moi, je me souviens, enfant, je voyais des gens qui travaillaient de l'artisanat, qui fabriquaient des marmites, vous voyez, qui se promenaient dans les rues à la recherche des batteries vétustes ou usées, desquelles ils récupéraient les plants, qu'ils transformaient en les chauffant à une certaine température pour en faire des marmites. Bref, c'est ça en fait l'idée. C'est-à-dire que l'État doit pouvoir reconstituer des corps, des métiers dans lesquels regrouper toutes ces personnes qui sont douées dans ces différents métiers pour pouvoir donner naissance à une industrie artisanale et qui demain sera une industrie qui va produire des voitures, qui va produire plein d'autres gadgets que nous voyons en Occident et dont les produits finis sont finalement consommés par nos pays. Donc l'idée c'est vraiment de créer les conditions de l'émergence d'une industrie en lui dotant des moyens financiers, économiques, matériels et scientifiques propices à la recherche et au développement. La deuxième stratégie à mettre en place, c'est ce qu'on appelle les fonds souverains. Alors qu'est-ce que c'est que les fonds souverains? Un fonds souverain, c'est une épargne. Si vous voulez, pour faire simple, c'est une épargne qu'un État met en place. Souvent, les États rentiers ou une économie entière met en place un fonds souverain. Les fonds souverains constituent un instrument financier auquel beaucoup de pays rentiers, comme l'Arabie Saoudite par exemple, ont recours pour pouvoir épargner une bonne partie des recettes ou des revenus générés par le pétrole, partant de l'idée que les recettes pétrolières d'aujourd'hui ne peuvent pas être consommées par la génération actuelle tout en compromettant la possibilité pour la génération future d'en profiter. Donc on va constituer une épargne qui va permettre au pays de pouvoir diversifier son activité. Les fonds souverains servent donc à réinvestir les excédents générés par la vente de pétrole en vue de se constituer une épargne d'avenir, ou plutôt de lisser les fluctuations dans les revenus budgétaires nationaux. Et c'est tout ce que l'État congolais ne veut pas faire ou ne sait pas faire. À titre de comparaison, vous avez par exemple Dubaï, qui est aussi un grand pays pétrolier parmi tant d'autres. Ce pays s'est doté d'un fonds souverain qui compte aujourd'hui un montant de 339 milliards de dollars. Donc cet argent va pouvoir permettre au pays, d'ailleurs vous voyez comment Dubaï s'est développé au cours des dernières années, alors que dans les années 60, nous étions en termes de PIB, produit intérieur brut, beaucoup plus développé que ce pays. Et pourtant ce pays a pris de large et s'est développé beaucoup plus rapidement que le Congo-Brazzaville. Donc en termes de comparaison, on voit que ce pays qui a mis en place ces instruments de gestion financière, de gestion des finances, a su tirer son épingle du jeu. À présent, parlons de la dette. Alors la dette peut être définie comme étant l'ensemble des emprunts contractés par un État ou par l'administration publique, qui sont les administrations de l'État, et qui ne sont pas encore remboursés. Donc, tout emprunt non remboursé et qui s'accumule dans le temps constitue ce qu'on appelle la dette publique. Et comme nous l'avons vu précédemment, en soi, la dette n'est pas un problème. Le problème avec la dette, c'est lorsque elle s'accumule tellement qu'elle devient insoutenable. Et l'insoutenabilité de la dette peut mettre à mal la capacité du pays d'emprunter de nouveau. Et c'est là aujourd'hui la situation dans laquelle est confronté le Congo. C'est-à-dire que beaucoup de créanciers ou de partenaires financiers du Congo-Brazzaville aujourd'hui, compte tenu de la situation du surendettement du pays, ne veulent plus ou sont moins enclins à lui prêter de l'argent, parce qu'on sait que l'argent qui sera prêté au pays
ne va pas servir les grands projets d'investissement comme nous avons vu, mais c'est plutôt pour soutenir la dépense, c'est-à-dire faire tourner l'État, payer les salaires, payer les fonctionnaires, payer les pensions, faire tourner l'État. Or, c'est contre-productif. À cela s'ajoutent également des problèmes structurels liés à l'économie, c'est-à-dire que lorsque vous avez un taux de croissance qui est faible, cela va impacter le taux d'emprunt ou le taux auquel un pays va emprunter auprès de ses créanciers ou ses bailleurs de fonds. Donc il y a une corrélation entre le taux d'intérêt auquel les partenaires bilatéraux et multiples vont vous prêter de l'argent et le taux de croissance de votre économie. L'augmentation des dépenses publiques au détriment des recettes tend à augmenter le niveau d'endettement. Par ailleurs, le taux d'intérêt de la dette ainsi que le niveau de croissance a tendance à jouer un rôle dans l'évolution de la dette. Lorsque le taux d'intérêt est supérieur au taux de croissance, la dette a mécaniquement tendance à augmenter. C'est ce qu'on appelle l'effet boule de neige. Selon les chiffres du FMI, le Fonds monétaire international, qui est l'organisation financière mondiale, le taux de croissance du pays en 2023 s'établissait à 2%, alors qu'en 2024, il s'établit à 2,8% contre les 4,8% que le gouvernement avait prévisionnellement établi. Donc, force est de constater que le Congo est toujours sur la remorque des conjonctures économiques internationales ou des conjonctures de géopolitique, la guerre en Ukraine, le Covid, etc. Donc, lorsque on n'est pas capable de diversifier son économie, on est tout le temps confronté à des situations pareilles. Pour terminer, ce que je voudrais dire, au vu de ce que nous venons de détailler dans cette vidéo, notre pays, le Congo, est indéniablement confronté à une situation économique difficile, puisque l'État n'est plus capable de faire face à ses charges. Et la situation sociale aujourd'hui qui est explosive, on dit long sur cette situation. Vous avez vu récemment des appels à la grève ou sinon des grèves qui couvrent un peu partout. Et donc c'est une situation qui nous appelle à la réflexion, qui nous appelle à tous, même si nous n'avons pas les leviers pour agir et impacter directement la situation, mais ça nous invite à réfléchir parce que nous sommes des électeurs, pour ceux qui le sont, et nous sommes capables peut-être de changer la donne par notre vote, d'autant plus que les échéances électorales à venir sont d'un enjeu majeur. Par votre voix, par votre vote, vous êtes capable peut-être de changer la donne. Sinon, il faut sensibiliser la communauté nationale sur le niveau d'endettement du pays et l'incapacité du gouvernement actuel à pouvoir apporter des solutions idoines, efficaces pour sortir le pays du marasme dans lequel il est plongé. Voilà les amis, ce que je voulais partager avec vous. Si cette vidéo vous a plu, parce que vous en avez appris des choses, n'hésitez pas à liker ou à partager. Jusqu'à une prochaine vidéo, portez-vous bien. Ciao, ciao.